C'est toi, Karima Brick, qui a eu l'idée quand on s'est rencontrés là, pour discuter des sujets qu'on allait aborder cet été. Tu t'es dit, il faut qu'on reçoive des candidats de tous les partis. Il y a une campagne électorale qui va être déclenchée à la fin de l'été. L'élection, c'est le 5 octobre. Il faut qu'on s'assoie avec tout le monde. On s'est assis avec Antoine Dion Charest, Oui. qui est venu nous voir. Il se présente pour le Parti libéral dans Verdun. Lui, Dominique Dumont, on a reçu candidat dans la région de Québec pour le Parti conservateur du Québec. Dans quelques instants, on va parler avec Alex Boissonneau, qui, lui, est le député d'Arthabasca pour le Parti québécois. Mais c'est un exercice qui est intéressant parce qu'ils ont, je ne sais pas si tu es d'accord, tous quelque chose en commun. C'est des gens qui aiment la politique, c'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui ont aussi quand même compris que c'est un sacrifice que de faire de la politique. Après, tout le reste, ça les distingue les uns des autres. Là. Non, c'est vraiment intéressant. Tu dis, bon, la campagne va commencer, la campagne électorale. C'est vrai, officiellement, c'est pas ça, mais officieusement et très, très, très sur le terrain. Excuse-moi, on est déjà dedans, là. Tu sais, c'est quand même dans quelques semaines, quelques mois, mais ça se calcule même en jours. 5 octobre, ces élections très importantes parce qu'il y a effectivement, on est dans une étape où tout peut basculer. En ce moment, dans les intentions de vote, on a un parti souverainiste, indépendantiste qui veut faire du Québec un pays. On a un parti qui se cherche aussi, la CAQ qui veut remonter, qui veut dire non, nous ne sommes pas morts. Christine Fréchette qui a réussi quand même à tout le moins dans les intentions de vote, à faire en sorte que le parti ne s'effondre pas. Mais tout ça est fragile, tout ça est mouvant. Il y avait une statistique très intéressante dans le dernier sondage Léger qui disait que finalement le vote n'est pas figé. Il y a 51% des électeurs qui disent qu'ils pourraient le changer d'idée, que le vote n'est pas encore fixe. Donc, ça va être vraiment, vraiment passionnant. Et l'idée aussi de rencontrer des candidats de différents partis, tu l'as mentionné, on a interviewé Antoine Dion Charest, on a interviewé aussi Dominique Dumas, qui était un ancien animateur à Radio X à Québec. Il nous a parlé, que lui, il est conservateur, il veut aller là-dedans. Et moi, je trouve intéressant la démarche de s'engager. Tu sais, tu décides à un moment donné, tu as une carrière, tu es établi, ça va bien tes affaires, les gens t'apprécient, tu as ton milieu de travail. Tu décides de te mettre quelque part en danger. Oui, ces personnes-là sont passionnées, ils ont envie de faire une différence, ils ont leurs convictions puis ils veulent y aller. Mais je trouve que ça prend du courage, ça prend du gars. Tu ne sais pas si tu vas te faire élire. Tu décides de changer ta situation qui était confortable pour aller te faire lancer des tomates puis des œufs. Parce que quand tu vas en politique, on dirait que c'est comme tout est permis, les gens peuvent décider de te taïr sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'est quand même un contexte particulier aujourd'hui de se lancer en politique. C'est passionnant, mais en même temps, ça vient aussi avec des points assez négatifs, notamment cette polarisation aujourd'hui. Fait que ça, je pense que c'est intéressant. Ben oui, mais d'ailleurs, c'est la première question qu'on va poser à Alex Boissonneau qui nous rejoint à ce moment même. Salut, Alex Boissonneau. Bonjour vous deux, merci de l'invitation. Vous êtes demandé à un moment donné, quand vous avez décidé de vous présenter, vous êtes dit, Colin, si je perds, ça va ressembler à quoi ma vie? À quoi ça ressemblait cette réflexion-là? C'est une réflexion qu'on fait en famille, évidemment, parce que vous savez que la politique, c'est un travail d'équipe. Donc, quand j'ai réfléchi à la possibilité de me lancer, puis vous savez que comme animateur de mon émission de Radio-Canada à l'époque, j'avais pas le luxe de prendre beaucoup de temps pour cette réflexion-là. Ça s'est fait essentiellement en une fin de semaine. Mais la première chose que j'ai dû faire, c'est de voir avec ma conjointe ce qu'elle pense de cette possibilité-là, puis si on peut le faire ensemble. Puis évidemment, là, on pense aussi à l'après, parce que il n'est pas dit que les gens vont nous faire confiance, il n'est pas dit qu'on va remporter l'élection. Mais c'est sûr qu'on est prêt dans cet engagement-là aussi à en assumer les conséquences. Il faut avoir confiance, il faut le faire aussi avec l'idée que, puis moi c'est comme ça que je le sentais, les astres s'alignent, je pense, pour le Québec. Je pense qu'il y a quelque chose de beau qui se présente au Québec. Moi j'ai confiance que les gens vont nous faire confiance cet automne et qu'on pourra peut-être remplacer ce gouvernement-là. On est, je pense, la meilleure alternative, la bonne alternative à la CAQ. Je sens le bris de confiance sur le terrain. Je le sentais aussi l'an dernier, puis c'est ça qui a guidé ma réflexion. Mais évidemment, ça, c'est un travail d'équipe. On le fait en famille. On a la discussion à savoir qu'est-ce qui va se passer après, mais il faut accepter les conséquences de cet engagement. Ça a été quoi le plus grand changement maintenant dans votre vie depuis que vous avez basculé en politique? Écoutez, j'aurais le goût de vous dire sur le coup que je me lève beaucoup plus tard qu'à l'époque. Non, c'est pas vrai, pas beaucoup plus tard, un peu plus tard quand même que quand j'animais mon émission du matin. Mais évidemment, ça c'est la moindre des choses. Le grand changement, c'est
Ben, écoutez, c'est l'engagement, c'est une vocation, on le dit souvent, puis évidemment, la politique, c'est pas la seule profession, le seul métier, si je peux le dire comme ça, je peux l'appeler comme ça, où on parle d'une vocation, où on arrive à la maison, puis on n'accroche pas notre sarrau en disant, bon, là, le Alex Boissonneau, politicien, rentre à la maison, puis je décroche pour la soirée. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On est toujours engagé lorsqu'on fait ce saut-là en politique. Puis évidemment, ben ça veut dire que souvent, ce qui se passe dans la famille, ce qui se passe à la maison, gravite autour de nos activités politiques. Donc, il y a un grand changement pour moi, c'est que l'horaire est plus flexible. Je suis moins présent à la maison. Puis je vous dirais même que c'est le plus grand défi, ça, d'être moins présent pour les enfants. Vous savez que moi, j'ai 4 jeunes enfants. Puis je dirais que c'est le grand sacrifice dans tout ça. La conciliation travail-famille n'est pas toujours facile. Heureusement, j'ai une conjointe qui est extraordinaire puis qui tient le fort avec moi. Elle aussi a un travail qui est très demandant. Donc, comme je le disais, c'est un travail d'équipe. Mais évidemment, on est moins présent. Puis, ce qu'on fait tourne beaucoup autour des demandes politiques, des demandes du terrain, des rencontres qu'on a à faire, des propositions, des sorties médiatiques. Donc, c'est sûr que le quotidien est chamboulé par ce genre de décisions-là. Mais j'essaie, quand je suis à la maison, d'être là à 100% pour les enfants. C'est ce que j'essaie de faire. J'ai l'impression que ce que je fais aussi est une leçon d'engagement pour mes enfants. Donc, je pense que ça aussi, ça a une valeur, mais ça demande quand même certains sacrifices. Vous étiez journaliste, vous regardiez les politiciens à l'œuvre, vous regardiez aussi les journalistes, vous étiez peut-être même critique de votre métier. Là, vous êtes politicien. Qu'est-ce que vous n'aviez pas remarqué ou observé chez les journalistes et que maintenant vous êtes en mesure d'observer et de remarquer maintenant que vous êtes de l'autre côté de la clôture? C'est une bonne question. C'est sûr qu'en faisant de la politique, j'ai une perspective différente de la couverture médiatique. Je vois en toute honnêteté, là, ou en toute transparence, en ayant cette perspective-là du travail qui est fait sur la scène médiatique, on a une vue d'ensemble, puis on observe beaucoup le traitement en fonction de ce que ça veut dire pour les messages, pour la discussion, le dialogue qu'on souhaite avoir avec la population. On n'est pas toujours d'accord avec le traitement. On a un point de vue qui est plus partisan par définition de ce qu'on voit comme perspective journalistique dans les médias en général. Quand on fait le travail journalistique, on se concentre beaucoup sur les enjeux qu'on porte personnellement comme journaliste. On voit le travail que fait notre média, mais on le voit dans une perspective différente. On n'a peut-être pas la même vue d'ensemble du traitement médiatique puis de ce que ça a comme considération partisane. Parce qu'évidemment, en journalisme, c'est extrêmement important de faire le travail de façon équilibrée. Puis je sais qu'à Radio-Canada, puis c'est la même chose pour la plupart des journalistes, on a des normes et pratiques qu'on respecte, on a un devoir de réserve, on fait notre travail avec équilibre, exactitude. On offre aussi une plateforme équivalente, donc des positions équivalentes, notamment dans le travail qu'on va faire, dans les reportages qu'on présente. Je pense qu'il y a des gens, évidemment, qui font ce travail-là de façon consciencieuse. Les journalistes le font en général de façon consciencieuse. Mais on n'a pas le même point de vue, évidemment, comme journaliste, quand on observe ce que ça donne sur le terrain, puis la perspective globale du message qui est véhiculé, puis du dialogue qu'il y a entre le parti et la population. Et ça change le point de vue. On est critique de façon différente, je dirais, quand on fait de la politique, parce que on est touché par ça au quotidien. On veut que notre message soit bien rendu, puis c'est normal. Puis ça, je le sentais quand j'étais journaliste. Évidemment, moi, il y avait toujours des gens en politique qui m'appelaient pour me dire il y a telle ou telle chose qui font mon affaire ou pas. Donc, la discussion était différente à ce moment-là. Je me trouve de l'autre côté du miroir. Ça change un peu le point de vue. Là. Et Alex Boissonneau, je veux vous amener vraiment sur le terrain politique. On regarde, par exemple, des sondages, l'appui à la souveraineté, parce que vous, évidemment, vous avez décidé de vous engager pour faire du Québec un pays. Vous êtes allé dans un parti qui est résolument souverainiste et qui l'affiche, là, qui le dit. L'appui est toujours autour de 31% quand on regarde dans les sondages. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Vous voyez ça comment? Là? Comment ça se fait que c'est quand même dans un... Tu sais, c'est pas les chiffres les plus élevés non plus, là. Comment vous voulez convaincre à ce moment-là la population qui semble avoir un peu peur peut-être de cette idée de référendum? Là, il y a plusieurs éléments dans votre question. D'abord, les sondages, c'est une photographie de la situation, on l'a déjà dit. La souveraineté a déjà été moins populaire comme option et ça a été le cas en 94, avant le référendum de 95, où on avait atteint un creux historique. Puis évidemment, on a vu ce que ça a donné. Il y a eu une remontée. Donc, il y a une fluctuation dans les sondages, c'est vrai. Il y a l'élément de l'incertitude et de la peur, je pense, que le camp fédéraliste utilise beaucoup
Puis vous remarquerez que souvent, que ce soit chez les libéraux, à la CAQ ou à Ottawa, on critique beaucoup la perspective québécoise, cette idée-là de la souveraineté, en disant les Québécois sont pas capables, les Québécois sont pas en mesure de le faire, on va avoir des problèmes, il y a de l'incertitude, il y a des risques. On mise beaucoup sur la peur et très peu sur un argumentaire qui pourrait être convaincant pour défendre la fédération puis ses bénéfices pour le Québec. Donc ça, c'est une première chose. Puis je pense que pour l'élément de la peur, qui est souvent utilisé par nos adversaires, répondre aux questions, c'est la partie la plus importante de l'exercice. Il y a un exercice pédagogique, je pense qu'on fait de façon magistrale avec le livre bleu. C'est pour ça qu'on le fait. On est allé documenter la proposition qu'on a pour les Québécois et les Québécoises. On a parlé à des experts, c'est 500 pages. Il n'y a pas de parti autre que le Parti québécois qui fait cet exercice-là. On le fait pour le budget de l'an 1, on le fait pour notre plan de migration. On démontre, je pense, notre rigueur à ce niveau-là et on répond aux questions des gens. Puis je pense que ça, c'est le premier, plus important remède contre l'argument de la peur. Maintenant, ce que je perçois de différent aussi à notre époque, c'est qu'il y a un dialogue qui est possible. Rappelez-vous, il y a à peu près 5 ans, quand on parlait d'indépendance, il y avait bien des gens là qui roulaient les épaules, qui détournaient le regard, puis qui voulaient même pas avoir la discussion, qui ne croyaient pas, parler de pelletage de nuages. Le dialogue était beaucoup plus difficile. Il n'y avait pas d'écoute comme on l'a aujourd'hui. Donc moi, je comprends qu'il y a des gens qui sont pas convaincus, je comprends qu'il y a des gens à convaincre, mais ce que je vois sur le terrain, c'est des gens qui me disent « Alex, je suis pas convaincu, je suis pas nécessairement pour, mais dis-moi ce que tu as proposé. Parlons-en, amène-moi des arguments. » Il y a une ouverture, ça, je considère que il y a plus d'ouverture, il y a une plus ouverture au d'écoute. dialogue. Ça, c'est fondamental. C'est vraiment c'est le solage là, pour bâtir notre projet. S'il y a une discussion, il y a la possibilité de convaincre. Puis avec ce qu'on fait, par exemple, avec le livre bleu, avec le message qu'on a, moi, je pense qu'on peut convaincre les Québécoises et les Québécois que c'est la façon pour nous d'avoir un avenir financier, linguistique, culturel. Je crois en nos arguments. Puis je crois qu'en s'adressant à l'intelligence des gens, finalement, on va les convaincre. D'autant que là, il y a ce dialogue-là qui est possible. Puis ça, je trouve ça extrêmement positif. Il y a du chemin à faire. Il y a des gens à convaincre. Je suis tout à fait d'accord. Mais je trouve qu'on est sur la bonne voie. Bon, on va spéculer un peu. Là, la semaine passée, Mathieu Lacombe, ministre de la Culture, a annoncé que, il y a quelques jours, il a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Puis il a même laissé savoir dans une entrevue là, qu'il était souverainiste. Il l'avait déjà dit, là, mais il a dit, moi, comme ministre, je suis allé souvent à Ottawa, puis on dirait que ça pourrait être plus simple de faire les choses comme on veut bien les faire, plutôt que d'aller là-bas et de se faire dire non ou alors oui à moitié. Votre chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, avait dit il y a quelques mois, si ça fait pas un an, que c'était exclu complètement d'aller recruter des candidats déçus à la CAQ. Mathieu Lacombe, là, ministre de la Culture, populaire dans sa région, pourriez-vous dire vraiment non à ça si ça l'intéressait? Je vais me garder une certaine réserve par rapport à ça. Moi, ce que je veux dire, par contre, c'est qu'on veut rassembler. Quand on parle de l'autobus du oui puis du non, je pense qu'il faut aller chercher, il faut ratisser le plus large possible, puis tout le monde est bienvenu. Puis on veut absolument rassembler le plus de gens possible autour de l'idée qui est extraordinaire, je pense, de faire du Québec un pays. Je pense qu'on est nombreux à comprendre, puis on sera encore plus dans les semaines, les mois et les années qui viendront à comprendre qu'on a tout avantage à se gérer nous-mêmes. Maintenant, à savoir si M. Lacombe pourrait embarquer avec nous, avec le Parti québécois, dans une optique plus partisane, dans le contexte où on s'en va en élection. Ça, je vais laisser ça aux gens qui sont responsables du processus de recrutement, puis des candidatures. Je vais les laisser faire ce travail-là. Évidemment, nous, on est heureux d'entendre le ministre faire le constat, comme nous, que la troisième voie caquiste est un échec du début à la fin. Parce que c'est ça je pense que c'est le bilan peut-être le plus important qu'on fait la dernière année, puis des 8 années de la CAQ. C'est que la troisième voie fédéraliste caquiste a donné 0 comme gros gain dont parlait François Legault pour le Québec puis le peuple québécois. Et de voir Mathieu Lacombe avec une honnêteté, je pense, qui est louable, dire qu'effectivement, lui constate aussi qu'il va falloir prendre une autre voie si on veut se faciliter les choses, entre autres en matière de culture. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif, puis je le salue. Et Alex Boissonneau, je veux qu'on parle de Mark Carney, je veux qu'on parle des médias. Moi, j'ai observé la couverture médiatique depuis Paris pendant plusieurs mois. J'avais l'impression qu'il y avait une certaine complaisance. Et vous, qui êtes un ancien journaliste, avez-vous l'impression que les médias ont contribué à cette espèce d'image Teflon de Mark Carney? Est-ce qu'il est assez challengé, comme on dit en bon français? Est-ce qu'on le met assez au défi, Mark Carney, sur son bilan? Écoutez, moi, je pense qu'il y a une réflexion qui est nécessaire sur la couverture médiatique au Québec. Parce que je pense que les journalistes font un très bon travail sur le terrain. Sauf que la situation est la suivante.
il y a aussi beaucoup d'opinions, beaucoup de commentariats d'analystes et d'éditoriaux. Et c'est l'ensemble de l'œuvre qui a un impact, je pense, sur la couverture. Puis on a une responsabilité quand on fait partie du quatrième pouvoir médiatique, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y a une responsabilité de s'assurer de ne pas polariser davantage sur le terrain, de permettre aux gens de s'informer correctement. Sauf qu'il y a une œuvre dans son ensemble qu'on doit analyser dans la couverture médiatique. Est-ce qu'on est complaisant envers Mark Carney? C'est ça la question. Je veux faire une différence entre le travail journalistique qui est fait sur le terrain puis le travail de certaines analyses qu'on va voir dans certains médias. Je pense que peut-être des analyses, je pense qu'il y a du commentariat, de l'opinion qui se fait, qui, en quelque part, peut-être aurait intérêt à prendre un pas de recul puis à analyser la situation dans son ensemble. Je veux pas commencer à faire de procès d'intention ou à critiquer le travail de mes anciens collègues, surtout pas comme journaliste, parce que je pense qu'il y a un bon travail de journaliste qui fait sur le terrain. Oui, mais en même je pense temps, qu'il est quand on important parle qu'on ait de une réflexion bilan, sur l'ensemble. oui, mais même en termes de journaliste, quand on parle de bilan concrètement, moi j'ai l'impression qu'on n'a pas ces chiffres-là souvent, tu sais, en termes de gains. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait sur les gains, sur la guerre tarifaire, sur tous ces éléments-là, Exactement. justement, sur les pouvoirs qu'on peut avoir au Québec, sur l'argent qui est transféré au fédéral. Tu sais, vous dites, oui, il y a un bon travail, mais est-ce que finalement, on met vraiment toute la lumière sur ce qui est fait? C'est la façon de le rendre aussi. C'est la façon, parce que je le disais, quand on parle de normes et pratiques journalistiques, il y a l'exactitude des faits, il y a l'équilibre aussi qu'on donne dans les perspectives, il y a l'équité aussi des perspectives que l'on présente dans les reportages. Puis je pense qu'il y a une réflexion qu'on doit toujours avoir sur ce qui est présenté aux gens, toute forme de couverture confondue. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui ne font pas nécessairement la différence entre ce qu'ils entendent de la bouche d'un commentateur, alors que le commentariat prend de plus en plus de place, puis ce qu'ils vont entendre de la bouche des journalistes, par exemple. Donc, je pense que la réflexion est toujours nécessaire à savoir si l'équilibre est respecté. Je pense qu'il y a une information qui est passée, qui est, comme je l'ai dit, qui est un travail journalistique qui est fait, qui est important, puis qui est bien fait. Mais je pense qu'il y a une matière à réflexion. On peut se questionner sur l'ensemble de l'information qui est donnée au regard du commentariat qui prend plus de place, de l'analyse qui prend plus de place aussi. Mais pour le reste, à titre de moi-même de député, partisan, moi je fais partie d'une formation politique, je vais quand même me garder aussi un devoir de réserve par rapport à ces commentaires-là que je vais faire plus précisément, à savoir si les gens font leur travail ou pas. Je pense que les gens ne sont pas de mauvaise foi là-dedans. Je ne vais pas commencer à préjuger les intentions des gens. Votre bilan de Carney en 3 mots? Moi, je pense qu'il faut rappeler qu'il n'a pas livré la marchandise. Il a parlé beaucoup, mais est-ce que ça nous a aidé dans les relations commerciales avec les États-Unis? Est-ce que ça nous met dans une meilleure position avec Washington? Est-ce qu'il a défendu les intérêts du Québec? Moi, je l'ai vu faire du révisionnisme historique sur les plaines d'Abraham. J'aurais aimé, par exemple, dans ce cas-là, qu'on en parle peut-être davantage à Québec ou ailleurs de ce qu'il a dit, puis à quel point c'était, je pense, extrêmement problématique de faire ce genre de révisionnisme-là, puis de laisser entendre que les plaines d'Abraham, c'était le début d'une belle relation entre le régime puis le peuple québécois. Là, je ne veux pas nécessairement revenir sur cet épisode-là. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un message qu'on doit continuer de mentionner, qu'on rappelle aux gens que ce qu'il a dit n'a pas été livré. Il a fait de grandes promesses. On n'a pas livré la marchandise. Je pense que les journalistes rapportent les faits. Mais j'estime qu'il y a encore du travail à faire pour passer ce message-là, puis que les gens voient bien là où on se trouve avec le premier ministre canadien. Comme ça, je ne suis pas le seul à avoir pas été capable d'avaler ça. La collaboration dans le conflit et dans le sang sur les plaines d'Abraham, c'est effectivement pas les cours d'histoire qu'on m'avait inculqués. Merci beaucoup, Alex Boissonnault, député d'Arthabasca pour le Parti québécois. Bonne journée. Ça me fait plaisir. Merci. Bonne journée.